Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et cette semaine, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale pour Cartooning for Peace, qui est une association qui a été fondée par Plan Tué par Kofi Annan et qui réunit plus d'une centaine de dessinateurs de presse à travers le monde entier qui luttent pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. Avec nous, Seydik Kaba. Bonsoir Seydik, journaliste, rédacteur en chef de mondeafrique.com et écrivain, spécialiste notamment de l'Afrique. Moustapha Tossa, bonsoir Moustapha, rédacteur en chef adjoint à Monte Carlo Doualia. Et puis avec nous François Clémenceau, bonsoir François. Bonsoir Vanessa. Rédacteur en chef au service international du JDD au journal du dimanche et auteur de Hillary Clinton de A à Z. Et c'est aux éditions du Rocher. L'organisation de l'État islamique aurait une fois encore frappé. Cette fois, c'est Istanbul qui a été frappé. C'était mardi, 11 personnes ont été tuées, donc 10 Allemands. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités turques l'attribuent à l'organisation de l'État islamique. Je vous propose d'écouter le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu. Désormais, nous répondrons avec force à toute menace dirigée contre la Turquie ou contre ses invités. Notre combat continuera jusqu'à ce que l'organisation terroriste Daesh quitte nos frontières à court terme. Et ce, tant qu'elle continuera à salir la dignité de l'islam dans la région et dans le monde entier. Moustapha Tossa, est-ce qu'on peut dire que la Turquie est devenue aujourd'hui clairement une cible de l'organisation de l'État islamique alors qu'elle ne l'était pas lors des 4 premières années du conflit syrien ? En tout cas, ce à quoi on assiste peut ressembler à un effet boomerang. La Turquie reçoit de plein fouet les attaques de Daesh, de l'État islamique, alors que pendant de longues années, elle a eu une attitude ambiguë à son égard. Elle a laissé passer un certain nombre de djihadistes européens et arabes sur son territoire. Elle a fermé les yeux sur un certain nombre d'activités et de commerces qui engraissaient, entre guillemets, le monstre Daesh. Et là maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses. En tout cas, le monstre se retourne contre le maître, entre guillemets, le maître complice, et il reçoit ce coup terrible sur le tourisme. Maintenant, toute la question est de savoir si Erdogan va continuer cette politique de fermer les yeux et d'avoir une priorité en termes de dangerosité pour les Kurdes et non pas pour l'État islamique, ou il va concentrer toute son action militaire et stratégique pour éradiquer Daesh. Ça, il faut voir après. Alors justement, Seydik Kaba, la question qu'on peut se poser, est-ce que les autorités turques finalement ne se sont pas trompées de cible en faisant finalement des Kurdes de leur cible prioritaire ? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû plutôt cibler leurs attaques sur l'organisation de l'État islamique ? Et je rebondis sur la question de Moustapha. Est-ce que vous pensez que la stratégie d'Erdogan va changer maintenant ? Non, les Kurdes sont, on peut dire, l'ennemi historique. C'est pas nouveau. C'est pas l'arrivée de l'État islamique qui a fait que c'est pas un choix entre l'État islamique et les Kurdes. Les Kurdes étant un ennemi historique qui était là depuis longtemps, le gouvernement d'Erdogan a considéré que malgré la présence de la menace islamiste, on n'a pas de donne à changer. Comme il a été dit, la Turquie, Erdogan a eu une attitude ambiguë vis-à-vis de l'État islamique jusqu'à ce qu'aujourd'hui cela lui arrive. Ça lui arrive, moi, de mon point de vue, parce que aussi, il ne faut pas oublier le contexte. La Turquie a rejoint la coalition musulmane de lutte contre le terrorisme pilotée par l'Arabie saoudite. Et on peut considérer on peut faire l'hypothèse que pour l'État islamique, c'est une forme de trahison. Tous les pays qui se sont joints à cette coalition sont considérés comme ses ennemis et il n'est pas surprenant qu'ils aient choisi de frapper, en Turquie. À mon avis, ce n'est pas la première fois. Il n'est pas exclu qu'il y ait de nouvelles frappes de l'État islamique en Turquie, sachant que le gouvernement d'Erdogan avait entretenu une attitude ambiguë aussi du fait du contexte préélectoral. Pour donner des gages à son aile conservatrice, il n'a pas voulu avoir une attitude frontale envers l'État islamique. Et aujourd'hui, après les élections, le gouvernement Erdogan s'est libéré de cette pesanteur et on peut considérer qu'il a changé carrément de stratégie envers l'État islamique et a décidé de s'engager contre ce monstre. François Clémenceau, est-ce que vous pensez que le président Erdogan va lâcher la pression sur les Kurdes ? On peut en douter parce qu'aujourd'hui on a vu une vingtaine d'universitaires qui a été interpellés près d'Istanbul, des universitaires qui ont signé une pétition justement pour la paix et pour l'arrêt surtout des opérations militaires dans le sud-est de la Turquie à majorité kurde. Non, c'est exact. Et j'ajouterais à ce que vous venez de dire que, en
fait, oui, historiquement, les Kurdes sont l'ennemi, mais il y a eu tout de même il y a 2 ans, vous vous en souvenez, cette tentative de dialogue avec le PKK, avec Öcalan. Il y avait des négociations qui étaient sur le point d'aboutir, et au tout dernier moment, Erdogan a fait le choix de les faire échouer et de briser là toute tentative de pacification, en tout cas de négociation de paix possible avec le PKK. Et depuis, on assiste en fait à un échec de toute la stratégie d'Erdogan, pas seulement la stratégie vis-à-vis des Kurdes, mais la stratégie vis-à-vis des djihadistes, la stratégie vis-à-vis aussi de tous ses voisins. Quand on pense qu'il y a une dizaine d'années, la diplomatie turque voulait mettre à l'honneur une diplomatie où on est ami avec tout le monde, c'était la zéro problème diplomatie. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul voisin aujourd'hui qui est allié ou ami ou même proche de la Turquie. Ajoutez à cela le fait que la relation avec les États-Unis va mal, avec la Russie ça va mal à cause de l'histoire de l'avion, qu'avec même les Européens, ça ne se passe pas bien. On voit bien que cette négociation avec l'Europe sur le retour des réfugiés, ça ne va pas, ça ne se passe pas convenablement. Et donc oui, il y a une vraie interrogation sur le succès ou l'efficacité de la diplomatie turque et de sa stratégie dans cet environnement-là. Et le fait qu'aujourd'hui, Erdogan continue de penser que les Kurdes, à la fois en Irak, sur son propre sol et en Syrie, c'est ça l'ennemi, alors que visiblement, il est rattrapé par du terrorisme intérieur en provenance de Daesh, qu'il a peut-être pas forcément soigné, mais en tout cas hébergé, certainement. Il y a un vrai problème. Laure, il y a des dessins sur ce qui s'est passé mardi en Turquie, cette attaque donc, qui a fait 11 morts, donc 10 Allemands, ce sont des étrangers en l'occurrence qui ont été visés, enfin en tout cas frappés. Oui, en tout cas le tourisme, d'ailleurs on constate une multiplication justement des attaques des lieux touristiques dans le monde, on peut le dire, le Bardo en Tunisie, on va en parler, Jakarta aussi en Indonésie. Exactement, et justement les dessinateurs ont joint tous ces... il y a ce premier dessin de Isel Rosenthal qui est un dessinateur turc qui fait partie de Cartooning for Peace, qui rappelle justement comment Paris a été frappé, comment l'Égypte est frappée aussi. À Hurghada, cette semaine, des hommes armés aussi qui sont entrés dans un hôtel fréquenté par des touristes. Enfin, la liste est longue, maintenant si on commence à la faire, on n'arrête plus. De toute façon, les terroristes et l'État islamique savent très bien que le tourisme est quelque chose d'extrêmement vital pour ces économies-là et que frapper le tourisme, c'est frapper les économies. Absolument. Même idée aussi chez ce dessinateur grec, Michael Kontouris, pour Ephemerada Ton Synctakon. On voit donc évidemment ce musée de Sainte-Sophie et puis ces tours qui se transforment en tour Eiffel pour justement résumer ce qui s'est passé ces derniers mois. Ce dessin de Kroll, dessinateur belge pour Le Soir, très cynique évidemment. On voit les djihadistes qui se demandent après Istanbul, c'est quoi ? Attends, répond l'autre en regardant la liste qui est longue. Et puis enfin ce dessin de Patrick Pinter, dessinateur français pour L'Orient le jour, que je trouve à la fois simple, enfantin et tellement vrai. Le problème, 2 points, si l'on meurt tous en martyrs, il ne restera que les mécréants. Et cette atmosphère-là se contredit totalement avec le positionnement de Barack Obama récemment, qui a dit que Daesh n'est pas une menace existentielle pour le monde. C'est ce qu'il a dit dans son discours sur l'état de l'Union, c'était mardi. Et on peut peut-être voir aussi ces images de Jakarta, la capitale indonésienne, qui a été frappée hier par l'organisation de l'État islamique, qui a revendiqué cette attaque et qui a fait 7 morts. Je ne sais pas si on peut voir les images de Jakarta. Voilà, on va les voir. On va parler, si vous le voulez bien, de l'Allemagne. En Allemagne, voilà, les images de Jakarta. Les voilà, donc c'est le cœur de la capitale indonésienne qui a été touché. Les 5 assaillants ont été tués. Un Canadien a été également tué, ainsi qu'un Indonésien. C'est en Allemagne, un autocar avec des réfugiés syriens qui a été affrété par un élu bavarois, mécontent contre la chancelière Merkel. Il a envoyé en fait les migrants à Berlin, au bureau d'Angela Merkel, pour signifier à la chancelière qu'il n'approuvait pas sa politique d'accueil à l'égard des migrants. Et l'autocar est depuis reparti en Bavière. Il est arrivé à Berlin jeudi soir et il est reparti en Bavière avec ses 31 migrants vendredi. Saïdi Kaba, ce qu'on peut dire c'est que l'initiative est pour le moins détestable, mais est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui symptomatique d'un ras-le-bol d'une partie de la classe politique allemande et même de ceux qui soutiennent d'ailleurs habituellement Angela Merkel. C'est tout à fait exact. Et ce qui leur a apporté du grain à moudre, c'est cet épisode d'agression des femmes
le jour de la Saint-Sylvestre, le soir du 31 décembre. Le fait qu'il y ait eu cette vague d'agression, on parle aujourd'hui de près d'un demi-millier de plaintes qui ont été déposées à la gare de Cologne, a apporté du grain, et la chancelière, qui était déjà relativement critiquée dans son propre camp, est là sommée d'expliquer, de justifier et même de convaincre, puisque les gens ont fait tout de suite le lien entre l'ouverture de frontières allemandes, le bras ouvert qu'elle a ouvert, puisqu'il y a plus d'1 million de réfugiés qui ont été accueillis, et ces actes qui ont été commis. Donc, tous ceux qui attendaient de critiquer ont trouvé là la possibilité de faire des amalgames, de faire une exploitation. Et aujourd'hui, ça met justement la chancelière allemande en difficulté, en mauvaise posture vis-à-vis de ceux qui sont sceptiques sur sa politique d'ouverture des frontières de l'Allemagne aux réfugiés. Moussa Fatoussa, il y a quand même une atmosphère, on peut le dire, pour le moins délétère en Europe, parce que bon, il y a cette affaire-là allemande, mais au Danemark, on voit aujourd'hui que le gouvernement, en tout cas, examine, le Parlement plus exactement en ce moment, un projet de loi qui vise à confisquer les biens des migrants pour payer leurs frais d'asile. On a découvert en Suisse que ça existait déjà, que les migrants devaient donner leurs biens à partir de 913 € pour payer également leurs frais d'asile. On découvre quand même des histoires pour le moins détestables avec cette crise des migrants. Des réactions... Une histoire détestable qui rappelle des heures sombres que l'Europe a vécues. Oui. Moi, quand j'ai entendu ce matin à la radio des commentaires sur ce sujet-là, bien sûr, tout le monde a eu en tête les images des Juifs dont les biens ont été confisqués pendant la Seconde Guerre mondiale. Et est-ce que les réfugiés syriens d'aujourd'hui sont les Juifs d'hier? Ça, c'est une atmosphère assez détestable. Mais moi, pour revenir un peu à Angela Merkel, c'est vrai qu'elle traverse une séquence assez difficile et que politiquement, il va falloir qu'elle donne des explications, qu'elle essaie de persuader, de convaincre. Mais je n'ose même pas imaginer ce que serait la situation en France si la France avait reçu la même quantité de réfugiés, 1 million. Plus d'1 million pour 2015. Oui, en France, on n'aurait même pas imaginé les réactions. Donc maintenant, bien sûr, là maintenant aussi, ça aussi c'est un effet boomerang. Deuxième effet boomerang, pour moi, c'est bien sûr, il a ouvert l'Allemagne et puis maintenant, elle a à gérer les conséquences. Les conséquences sont sociales, politiques, sécuritaires, humaine, et il va falloir maintenant que Angela Merkel nous montre toute l'intelligence de son positionnement et de ses convictions pour convaincre ses partenaires que l'Allemagne avait raison d'ouvrir ses portes et qu'il va falloir continuer comme ça en Europe pour donner du refuge humanitaire et politique à ceux qui en ont besoin, et bien sûr expulser ceux qui n'en ont pas besoin, puisqu'aujourd'hui elle demande aux pays du Maghreb d'accepter notamment l'Algérie, voilà, les gens expulsés au Maroc et la Tunisie. Et donc c'est ça, on va voir son savoir-faire politique et diplomatique sur une crise qui n'est pas facile à gérer. François Clemenceau, justement sur ces réactions, parce que je voudrais revenir plus largement sur les autres pays, le Danemark, la Suisse, ces réactions de plus en plus hostiles à l'égard des migrants en Allemagne. Est-ce que tout au long de cette année 2016, est-ce qu'on va se diriger vers justement une montée de la xénophobie, une montée du racisme, de la haine en Europe ? J'en suis pas certain, mais en même temps, je le crains parce que ce qui me frappe avec cette crise après les incidents de Cologne, c'est l'incapacité des responsables politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition ou les élus locaux, de relativiser les chocs sociétaux de l'arrivée de migrants et d'exploiter de façon extrêmement politicienne ces incidents pour pouvoir gagner des points sur le plan politique vis-à-vis de leurs concurrents. On le voit en Allemagne où même le SPD, qui est dans la coalition au pouvoir, fait de la surenchère sur la riposte légale à adopter par rapport aux migrants, et où l'on est incapable, dans un discours public, de relativiser, mais de relativiser en expliquant les choses. C'est-à-dire que même sur l'agression de Cologne, dans la contre-enquête qu'on a publiée dans le journal du dimanche, on a montré que certes, il y avait des comportements extrêmement condamnables, que l'agression vis-à-vis des femmes était honteuse en soi, mais qu'il y avait des explications qui tenaient au fait qu'une bonne partie de ces jeunes étaient instrumentalisés par des structures mafieuses qui se servent des réfugiés pour aller commettre des actes de délinquance. On voit aussi qu'il y a un problème de pédagogie sur le choc culturel que représente l'arrivée d'un immigrant dans un pays occidental où les mœurs ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, le rapport aux femmes n'est pas le même, et donc il y a un besoin de faire de la pédagogie vis-à-vis de ces migrants, mais aussi vis-à-vis de l'opinion publique dans les pays d'accueil. Tout ça n'est pas fait. Et c'est une responsabilité politique, pour le coup, qui est absolument évincée au profit d'un discours politicien. C'est ça qui est condamnable, bien au-delà, évidemment, des comportements irresponsables et délictueux de ces migrants.
Laure, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dessins cette semaine justement sur ce qui s'est passé à Cologne, ces agressions de femmes et surtout sur les réactions et cette montée de la haine parfois dans certains pays? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a eu des manifestations, notamment du mouvement Pegida, à Cologne, à Leipzig, qui est un mouvement islamophobe, des manifestations aussi d'extrême droite. Est-ce que les dessinateurs en ont parlé? Bien sûr, à commencer par ce dessin de Job Bertrams qui vient des Pays-Bas, où on voit cette Madame Merkel entre de bonnes mains. Et puis, je ne sais pas si vous voyez sur son t-shirt, il y a marqué, alors je ne suis pas germaniste, moi, je vais écorcher sans doute l'allemand, Wir schaffen das. C'était la déclaration qu'elle avait faite cet été pour accueillir ces migrants. Nous y arriverons, elle avait déclaré. Voilà, ces mains qui viennent tripoter Madame Merkel pour illustrer ces terribles actes qui ont été perpétrés lors du jour de l'an. Autre dessin de Kroll, dessinateur donc belge, je le répète, très, très, très bien résumé avec toujours ce côté très caustique de Pierre Kroll. Comment ne pas être raciste mais ne pas accepter ça, dit-elle avec des traces sur les fesses. C'est la question qui lui est en ce moment posé. Autre dessin de Nicolas Vado pour l'Écho. Allemagne, nouvelle agression à caractère sexuel. Et on voit ce bras d'honneur justement du mouvement d'extrême droite de Pegida, qui évidemment c'est comme disait Jean-François Clémenceau, du pain béni pour ce mouvement d'extrême droite. Je rappelle Pegida, ce que ça veut dire, Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Autre dessin de Patrick Chapat, qui est un petit peu de mauvais goût, mais que j'aime beaucoup. On voit ce policier qui demande à ce jeune inculpé, tripoter des filles complètement ivres, vous appelez ça comment? Un effort d'intégration culturelle, répond-il. Puis évidemment, il y a eu aussi... Oui, parce qu'on ne parle pas du tout de ce qui se passe dans les fêtes de la bière à Munich ou Exactement. dans toute autre manifestation où il y a des agressions sexuelles répétées et depuis des années. Oui. On n'en parle pas parce que ce ne sont pas des migrants qui en sont les auteurs. C'est pas pour relativiser ce qui s'est passé d'horrible à Cologne ou ailleurs, mais c'est juste pour montrer que dans ce genre de festivités-là, il y a systématiquement des débordements et des agressions. Justement, et puis il y a des associations féministes qui l'ont rappelé Non, François a résumé une chose essentielle, c'est qu'il manque aujourd'hui le courage politique de faire le travail de pédagogie. Allez, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de notre semaine dans le monde. Nous parlerons des printemps arabes 5 ans après, et puis nous parlerons de la disparition d'une grande figure, du rock. Enfin, on l'adore. On va parler de David Bowie. Allez.